Le plaisir est pour nous de vous avoir très nombreux devant vos écrans pour suivre l'essentiel de nos échanges, des analyses à travers votre magazine Vivement Congo. Comme vous le savez, il y a plusieurs dossiers à traiter dans ce pays. Le cas de les dire, nous avons tous parlé des questions politiques, des questions d'ordre sociétal ici dans la ville de Kinshasa. Il s'avère que nous avons maintenant besoin de connaître, n'est-ce pas, un vrai souci des Congolais, un vrai souci qui va, n'est-ce pas, nous préoccuper tous, c'est celui de savoir, au Congo, il y a beaucoup de riches. Ils sont très riches. Vous les connaissez dans vos milieux. Cependant, vous qui connaissez ces grands riches, vous êtes très pauvres. Il y a un écart. Le fossé est trop creux. Voilà pourquoi nous allons parler de cette question. Comment réduire l'écart entre les riches et les pauvres en République démocratique du Congo? C'est le dossier que j'ouvre aujourd'hui pour en parler et surtout avec un invité de taille. Il s'agit bel et bien de Joe Sekimonyo. C'est un économiste politique. Avec lui, nous allons devoir étayer un peu sur cette matière. Je vous salue, Joe Sekimonyo. Ah, bonsoir. J'espère que cette problématique de la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres doit préoccuper tous les Congolais dont vous faites partie. Oui, évidemment, c'est ça. Même, c'est pour cela qu'on fait la politique. Normalement, la politique, on doit la faire pour améliorer les conditions de vie des gens dans sa circonscription. Le président, mais c'est une question dont on ne s'attaque pas avec la même sérieuxité que les débats politiques en RDC. Voilà. Ça, c'est une question de vie ou de mort. Tel que défini par Joe Sekimonyo, il est un expert en matière économique, mais comme je l'ai dit au début, il est économiste et politique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous trouvons les Congolais occuper la sommité de la richesse dans les différentes communautés régionales de l'Afrique, même au monde. Mais cependant, le Congo a un peuple beaucoup plus pauvre par rapport aux autres peuples africains. Ils sont très pauvres. Cet écart devient très très grand. Qu'est-ce qui expliquerait cette différence de vie où il y a certains qui sont beaucoup plus riches et d'autres sont plus pauvres? Qu'est-ce qui expliquerait cette réalité? On doit commencer à dire, avant de parler de cet aspect, on doit parler de la qualité de la richesse et la qualité de la pauvreté. Partout il y a des riches, partout il y a des pauvres. Voilà. Mais en RDC, d'où provient les moyens de comment s'enrichir au Congo? La plupart des cas, c'est la politique. Et la qualité de la pauvreté en RDC, elle est primitive. Ça veut dire quoi? J'étais un jour sur le boulevard, il y a un enfant qu'on a vu, sa maman était ivre, et le policier nous a tous regardés et on ne savait pas quoi faire. On ne peut pas appeler le ministère des Affaires sociales. Ça veut dire le tapis de l'économie congolaise, elle est trop basse. Alors, on doit améliorer d'abord la qualité de la pauvreté, si on peut dire, et la qualité de la richesse, avant de parler de comment la réduire. Voilà. Et dans ça, comment améliorer la qualité des deux, ou de la classe moyenne, c'est investir, moderniser le système d'éducation. On doit moderniser. Donner aux Congolais les moyens de participer dans une économie de haute valeur. Ça veut dire quoi? En général, les gens vont creuser pour le diamant. Mais tu peux vendre le diamant. Celui qui fait beaucoup plus d'argent, c'est celui qui fait la montre avec des petits diamants. Ça veut dire notre priorité, elle est encore dans le secteur le moins payant. On parle aujourd'hui de l'agriculture. L'agriculture, c'est le secteur le moins rémunéré. On doit aller dans un monde de luxe. Donner les Congolais par le système d'éducation, digitaliser le système d'éducation, réduire le fossé entre le milieu urbain et le milieu rural dans la qualité d'éducation. Et c'est ça la technologie va nous apporter. Après qu'on ait fait ça, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à dire comment réduire ces fossés entre les riches et les pauvres. Voilà, vous avez dit dans votre entame, vous avez bien signifié, il faudra d'abord parler de la qualité de la pauvreté et de la qualité de cette richesse. Comment vous, en tant qu'économiste, comment vous avez évalué, comment avez-vous procédé à donner un point de vue sur la qualité de la richesse des Congolais? Est-ce que c'est une qualité beaucoup plus positive ou c'est une qualité négative? Elle est négative. Je vous donne un exemple de la Chine.
Aujourd'hui, les milliardaires chinois ne se cachent pas parce qu'ils peuvent vous dire d'où provient leur argent. Hein. C'est dans le commerce, l'entrepreneuriat. Vous avez le Nigeria. Le Nigeria, il y a quelques années, il y avait des gens très riches, mais on n'en parle pas. C'était des généraux. Alors, avec l'argent caché, on ne sait pas investir. Mais aujourd'hui, vous avez Dangote, hein, qui est, je crois, le deuxième homme noir le plus riche au monde. Alors, c'est ça la qualité. Aujourd'hui, au Congo, on ne peut pas te dire qui est riche, parce qu'ils ne peuvent pas vous démontrer d'où provient leur argent. Et de fait qu'ils le cachent, ils ne peuvent pas investir dans l'économie. La qualité de la pauvreté, c'est le plafond, le SMIC. Quelque chose comme le SMIC, quelque chose comme le taux de chômage, la qualité de l'accès à l'eau, à l'électricité. Tout ça vous dit qu'en RDC, on doit améliorer la qualité de la pauvreté. Pour dire que quand une personne est pauvre en RDC, qu'est-ce qu'il peut s'offrir? Il doit avoir un système social. Mais pour qu'on ait un système social en RDC qui fonctionne, on doit avoir des gens riches et aussi le taux de chômage très bas pour qu'on essaie de payer les taxes pour savoir s'offrir ces luxes. Le social, c'est un luxe. L'électricité, l'eau, c'est un luxe. Mais pour en avoir, il faut qu'on améliore les deux qualités. Et ça va demander qu'on investit, je répète, dans le système d'éducation nationale. Donc vous voulez dire, et la richesse et la pauvreté en République démocratique du Congo présentent un tableau sombre du point de vue qualité. De point de vue qualité, qui est reflété souvent dans la qualité de notre système d'éducation. Et si quelqu'un peut aller voir dans le classement mondial de notre qualité d'éducation, la qualité du capital humain, ça se reflète. C'est ça qui reflète qu'on ait des pauvres en RDC. D'habitude, on dit comment un Congolais dans un pays riche est pauvre. Je dis que la question est mal formulée. On doit dire comment le Congolais en RDC est pauvre dans un pays avec si tant d'opportunités. Et la réponse est parce qu'il y a une économie de basse valeur. Par exemple, on veut creuser, on veut produire le coltan, mais on n'est pas dans la course de l'énergie verte. On ne pense pas à dire comment faire que le Congolais aujourd'hui pense à la technologie pour faire une voiture. Et ça reflète dans l'orientation de notre système d'éducation. Et d'entrée des jeux, parce que vous en parlez, vous êtes économiste, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle de la richesse dans un État? Je prends le cas de notre pays. Est-ce qu'il y aura des mécanismes pour contrôler la richesse de M. José Kimonyo? Comment il a acquis cette richesse? Comment il évolue avec sa richesse? Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle par rapport à ça, où les gens deviennent riches d'une manière, comme vous l'avez dit, un peu officieuse? Il devient riche, on ne sait pas comment il est devenu riche et on ne dit rien sur sa richesse. On peut contrôler comment les gens sont devenus riches. Mais ça aussi, ça risque d'être un divertissement. On doit plutôt dire comment agrandir le gâteau. C'est ça le grand problème, je crois, le défi d'aujourd'hui, la politique en RDC. On veut contrôler, mais on ne pense pas à agrandir la part du gâteau. Aujourd'hui, on veut contrôler, par exemple, la Banque centrale. Aujourd'hui, pour avoir un mobile money sur votre site, vous devez écrire au gouverneur de la banque qui étudie le dossier et quand ça va passer, on vous répond, je ne sais pas comment, c'est à ce moment-là que vous allez aller dans les compagnies de mobile money. On fait le contrôle, mais on ne pense pas à créer un secteur où on donne aux Congolais l'avantage, la discrimination positive. On devait dire, par exemple, le système de mobile money, les compagnies de téléphone ne devaient pas être aussi le mobile money. Le mobile money doit être une compagnie d'un Congolais ou quelqu'un qui a investi dans une compagnie joint venture avec un Congolais. On doit agrandir plutôt le gâteau. C'est après qu'on peut parler du contrôle. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle contrôle, il y a plein de mécanismes, mais ça sera chasser ces petits groupes qui ne sont pas vraiment riches en termes. Hein. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas riches. Parce qu'ils n'ont pas investi quelque part qui peut produire tant d'argent. Ils ont de l'argent sous leur matelas, ils ont de l'argent dans leur compte en banque, mais ils ne sont pas riches en termes modernes. C'est la même chose que la pauvreté.
Au lieu qu'on investisse dans le système d'éducation pour que le Congolais soit en mesure de créer des activités modernes, on parle du ventre du Congolais. On dit le Congolais a faim, il faut faire Bukangaloso, il faut faire ceci pour nourrir le Congolais. Au lieu de dire si le Congolais a ses moyens, les commerçants viendront lui offrir quoi manger. Parce qu'il sera en mesure de s'offrir ce genre de luxe. Le contrôle, je ne suis pas pour le contrôle. Idéologiquement. Je dis plutôt, le rôle de l'État, c'est penser comment agrandir la part du gâteau. Et comment agrandir la part du gâteau? On doit regarder les pays comme la Chine. C'est aller dans les entités territoriales décentralisées pour converger à Pékin. On développe les villes en Chine. On ne développe pas Beijing, la capitale. Alors, au Congo, tout se passe dans la République de la Gombe, comme je répète. L'argent vient ici, les décisions viennent ici, et ici, on veut contrôler tout. Par exemple, maintenant, on vient de passer, je crois, la loi sur le numérique, contrôle numérique. Au lieu qu'on passe de loi pour voir comment demain on peut avoir un nouveau TikTok congolais. Hein? Comment on peut faire aider qu'une compagnie congolaise fasse ouvrir une banque commerciale. Comment lui donner des avantages? Idéologiquement, on est encore colonisé. On pense à contrôler au lieu de donner les moyens possibles, l'écosystème possible pour que le Congolais se développe. Mais par exemple, aujourd'hui, quand vous parlez des grèves, on parle des fonctionnaires. On ne parle pas du SMIC. Quand on parle de diversissement, on doit diversifier l'économie. On parle de diversifier les revenus de l'État. On ne parle pas de la poche du Congolais. Et dans ça, ça veut dire quoi? Avant de parler de réduire le fossé entre les riches et les pauvres, on doit changer idéologiquement comment on voit le monde. Voilà, on doit changer idéologiquement comment on voit le monde. J'aimerais aussi avoir votre point de vue. Le fait qu'on parle de l'harmonisation du climat des affaires en République démocratique du Congo, parce que les Congolais n'investissent pas souvent chez eux, est-ce que c'est par peur de leur richesse qui est d'une qualité négative ou c'est parce que le climat des affaires n'est pas bon? C'est parce que même l'orientation, quand on dit on veut faire le climat des affaires, c'est toujours la République de la Gombe. On ne doit pas faire comment arranger le climat des affaires. C'est plutôt, on devait penser comment donner aux Congolais l'avantage, la discrimination positive pour le Congolais. Comment rendre, vous avez, aujourd'hui, on parle de guichet unique, mais je dois me rendre là-bas physiquement. Pourquoi je ne peux pas le faire online? Ça veut dire qu'on doit plutôt moderniser notre économie. Le climat des affaires, il est le climat des affaires. Mais on doit plutôt moderniser notre économie. Par exemple, il y a un autre facteur dont on ne prête pas attention, c'est la poste. On parle des affaires, mais je ne peux pas envoyer quelque chose d'ici à Massine, par la poste. Et n'en parlons pas de Bandundouville. Ça veut dire le rôle de l'État, on doit repenser. C'est encore, quand on parle d'arranger le climat des affaires, c'est toujours contrôle. Ce n'est pas la production, c'est le contrôle. Plus on parle de contrôle, plus on abîme l'économie. Et on parle du marché libre. On n'est pas un pays communiste. On ne doit pas penser au contrôle, on devait penser plutôt à des libertés et comment créer des avantages pour agrandir la part du gâteau. Tant qu'on parle du contrôle, c'est la même chose, je vous ai dit que pour avoir un mobile money sur mon site, il faut que j'écrive au gouverneur de la banque. Elle envoie mon dossier pour analyse quelque part dans la banque. Et à un certain moment, ils vont me contacter. Pourquoi? On dit on évite le blanchissement. Contrôle, contrôle, contrôle. Et c'est là où, normalement, on devait aller dans les élections. Les élections devaient être en RDC un combat idéologique. Aujourd'hui, je les appelle, il n'y a pas de différence entre Moïse Katumbi et M. Tshisekedi et Kabila. Comment ça? Tous, leur orientation, c'est le contrôle. Et le courant qu'on n'écoute pas, c'est l'autre courant, comme les gens comme moi, qui pensent que l'État n'est pas là pour contrôler. L'État est là pour harmoniser et créer des avantages pour les citoyens congolais. Et comment faire ça? Au lieu de venir faire tout le pouvoir à la République de Kinshasa, la République de la Gombe, on doit
faire la dévolution. Ce n'est pas une décentralisation, c'est donner tout le pouvoir aux entités territoriales décentralisées et les revenus. Tout ce que Kinshasa fait, c'est seulement régulariser. Par exemple, le système d'éducation primaire et secondaire, il devait revenir aux entités territoriales décentralisées, l'université aux provinces. C'est comme ça qu'on va se développer. Sans ça, on va continuer à gâcher tant d'argent et tant d'énergie. Le 145 territoires n'aura pas d'impact, surtout à long terme, sur l'économie congolaise. Vous l'avez dit, je me pose la question, ce peuple congolais qui est aujourd'hui pauvre devrait être défendu par ses représentants. Quelle lecture faites-vous de la représentation nationale, l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple? Est-ce qu'il défend réellement le vrai souci du peuple tel que vous l'évoquez ici, ou bien il est aussi dans les contrôles? Il est pire que ça. Parce que quand vous avez le président de l'Assemblée nationale qui dit vous êtes dans la salle, vous allez abîmer l'image du chef de l'État, le contrôleur, le législateur, qui protège l'exécuteur. Ça veut dire qu'on a un problème du système en soi. Je dis, dès le début, la loi électorale, elle était inconstitutionnelle. Parce que dans la Constitution, on dit qu'on ne peut pas discriminer un citoyen congolais sous base socio-économique. Mais on a conçu la loi électorale avec tellement de biaisés pour les riches. Par exemple, pour être candidat président de la République, c'est autour de 60 000 $. Et de l'autre côté, quand vous voyez le Parlement, il faut avoir une liste. Ça tourne autour de 250 000 dans un pays pauvre. Et quand vous allez dans la liste, là, ce n'est pas un vote direct. C'est le premier de chaque liste. Quand vous allez au Sénat, il n'y a même pas de vote direct. Le président du Sénat, qui est en fait le vice-président, n'a aucun contrat social avec la population parce qu'il a été élu par les députés provinciaux qui ont été élus par liste. À la fin de compte, est-ce qu'ils représentent la population? Je dis non. Et ils ne sont pas motivés de le faire parce que tout ce qu'ils doivent faire, c'est plaire à l'autorité morale. Ça veut dire qu'on a truqué le système de sélection. La démocratie amène le développement. Mais pourquoi au Congo ça ne marche pas? Parce qu'on a tellement cassé, brouillé la démocratie. À la fin de compte, on peut avoir en RDC un président de la République qui gagne les élections avec 10%. Parce que c'est le meilleur qui gagne. On a passé de 2 tours à 1 tour. Alors de plus en plus on est allé, on n'a pas créé un système de sélection pour le bénéfice du peuple. On a créé un système de sélection qui est contre dans la Constitution pour que certaines personnes gardent le pouvoir. Et dans ça, je ne vois pas comment ces gens seront motivés pour représenter le peuple. Et de l'autre côté, le peuple, lui aussi, il ne jouit pas de son pouvoir de contrôle citoyen. Est-ce qu'on lui donne le temps de faire ça? On n'a pas besoin de lui donner le temps. Dans la Constitution, je rappelle l'article 27, les gens ignorent tout le monde. Il n'y a même pas d'âge. Ça veut dire un bébé peut écrire une pétition au président et le président a le devoir de lui répondre en 3 mois. Ça veut dire, au lieu de faire la marche, si on veut, par exemple, l'augmentation du SMIC, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est écrire une pétition. Mais ça, c'est le pouvoir qui garantit que le citoyen a plus de pouvoir que le président de la République. Mais on ne l'utilise pas. Et écrire une pétition, on n'a jamais dit la forme. Tu écris seulement pétition, je veux ceci. Aux maires, aux policiers, mais on n'en joue pas. Ça veut dire on a les représentants qui n'ont aucun contrat social direct avec la population. Et on a aussi la population qui les laisse s'endormir. Et ce mélange-là, ce n'est pas bien pour une économie. Mettons de côté la politique. Voilà. Ce mélange-là n'est pas bien, n'est pas bon pour l'économie d'une nation.
Voilà, ça c'est une matière qui abonde, une matière qui pousse à réfléchir, une matière qui adhère tout le monde, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. Le fait que vous soyez congolais, c'est une matière que Joe Sekimon est en train de donner gratuitement à tout celui qui veut tirer bénéfice. Parce que nous parlons de tout ce que nous venons d'évoquer, le temps est aussi jaloux de nous. J'aimerais passer maintenant à cette étape de savoir, vous en tant qu'économiste, quelles sont les pistes et les solutions que vous proposez cette fois-ci pour réduire cet écart entre les riches de qualité négative d'ailleurs et le pauvre de qualité pire. Je dis, encore je répète, ce n'est pas une priorité maintenant. On doit améliorer la qualité de l'éducation. Dès qu'on quitte là-bas, notre orientation de développement de politique... Améliorer la qualité de l'éducation est l'une des solutions. Et l'une des solutions, oui, c'est la charrue, ce sont les fondamentaux pour arriver à faire la distance, le fossé entre les riches et les pauvres, un problème. Un vrai problème. Parce que maintenant, là, c'est juste, on peut dire, une jalousie. Hein. Une personne mange 3 fois par jour, tu manges une fois, c'est une jalousie. Mais qu'est-ce qu'il mange? Et qu'est-ce que tu ne manges pas? Combien de calories tu ne manges pas? C'est ça, ça va, c'est sorcier. Mais si on disait que la qualité de celui qui mange 3 fois est 3 fois meilleure que celui qui mange une fois, c'est un problème. Maintenant, le 2, je dis, on doit commencer par la qualité d'éducation, moderniser. Des 2, on doit moderniser notre économie. Ça veut dire quoi? Le système financier. L'argent doit quitter du riche au pauvre rapidement. En termes techniques, on l'appelle vélocité. Ça veut dire qu'on doit aller au numérique. Le billet des banques, c'est vieux. Pour que ça s'apprenne. On doit rendre notre économie vraiment extravertie. Là, on manque, on a une économie extravertie. On creuse, on envoie, on ne produit rien pour l'économie à l'extérieur. Les pays, la Corée du Sud, les pays, la Finlande, se sont développés, même la Chine, en rendant leur économie extravertie. En faisant les 3 étapes, devinez qu'est-ce que la RDC va faire. Va être un pays riche. Les Congolais vont être riches. Et à ce moment-là, on doit mettre maintenant le garde-fou. Est-ce que celui qui est riche est tellement riche au dos des pauvres? Parce que celui qui va travailler dans la manufacture, on doit lui garantir que le revenu, le profit, ne va pas seulement chez une personne. Parce que si le SMIC est tellement bas, ça veut dire tout le profit, ça va aller chez le propriétaire de l'usine, soi-disant. Alors c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de SMIC. On doit commencer à parler SMIC pour les pauvres, on doit commencer à parler taxes pour les riches. On doit taxer les très riches pour financer le système social des gens qui ne peuvent pas participer à cette économie. Par exemple, les handicapés, par exemple, tout ce qui peut avoir. Mais généralement, dans notre société, ce que nous constatons et nous déplorons et nous dénonçons d'ailleurs, en matière de taxes, c'est le petit peuple qui paye, qui s'acquitte bien de ses devoirs, mais les riches, ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui ont assez de l'influence, ils ne payent pas ces taxes. Par contre, les taxes, les contribuables congolais travaillent avec sueur pour enrichir ceux qui ne contribuent même pas au trésor public. À qui la faute? Parce que le petit citoyen, si on peut l'appeler citoyen, il paie les taxes sans utiliser son pouvoir de contrôle citoyen pour dire ce qu'il veut qu'on fasse, avec quoi qu'on fasse son argent. Par exemple, aujourd'hui, on parle par exemple du budget. On accuse l'exécutif au moment où le budget en soi peut être conçu par l'exécutif, mais celui qui établit le budget, c'est le législateur. Je vois des gens les déplacer de la guerre. Vous vous demandez, ils passent le temps à vous texter pour dire le cousin n'a pas d'endroit pour dormir. Il y a tous les problèmes sociaux de déplacés. Mais eux-mêmes, aucun d'eux n'a écrit à leurs députés pour dire aux députés ne votez pas pour le budget de cette année s'il n'y a pas une allocation pour les déplacer. Ils n'ont pas écrit. Ils paient les taxes, mais ils disent pas. Ils ont le pouvoir de le dire, mais ils ne disent pas quoi en faire avec leur argent.
Alors vous allez me dire c'est le problème du riche. Non, je dis même le petit peuple a beaucoup de pouvoir pour dire moi je vais payer mon argent, mais je vais voir ce que vous allez faire. Vous allez faire ce que moi je veux. Et je pense que c'est là où il y a le grand problème. Parce que même si les riches paient les taxes, ça va aller encore être gaspillé dans une administration pour leur train de vie. On les laisse faire ce qu'ils veulent au moment où on a le pouvoir pour stopper ça. Voilà, Joe Sekimonyo, je vous reçois sur ce plateau de Vivement Congo. Vous avez parlé, n'est-ce pas, dans les grandes lignes qui concernent cette problématique de la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres en République démocratique du Congo. Vous avez donné les grandes lignes, les pistes, les solutions, mais j'aimerais savoir, parce que nous chutons, je vous accorde cette parole de conclusion, comment procéder pour curer ces malaises sociaux dans notre société? Le malaise social, c'est le problème. C'est mon problème et ton problème. Pourquoi? La nation ne se développe pas, ce n'est pas 100 millions de Congolais qui vont le développer. J'accuse d'abord le monde des médias. On a un problème de l'accès à l'éducation aux universités. Les médias, c'est la deuxième université nationale. Ça veut dire, la mission d'un média dans un pays pauvre, c'est faire que les gens soient exposés aux grandes idées de développement. Aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre un entrepreneur et un commerçant. Là, c'est flou. De deux, il y a la sélection de l'expertise. On parle de tout le monde, on dit que c'est un économiste. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'exemple que je dis, vous amenez votre femme est enceinte, vous amenez chez le dentiste pour la faire accoucher. Alors, si l'enfant meurt, c'est la faute à qui? Je dis, on doit commencer le débat de politique économique avant le débat économique. On doit faire nos représentants. Quand on pose des questions aux représentants, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour le développement de la RDC. Et les gens qui en ont l'habilité, ils doivent se sacrifier, se donner la peine, comme je le fais aujourd'hui, pour dire je dois répéter. Je ne peux pas aller dans toutes les universités, mais je veux vous flatter pour vous remercier, pour dire merci de me garder cette voix, cet outil, pour faire passer, non ma visibilité, mais le message. Politique économique doit être le souci de tous les Congolais. Leur poche doit être le souci des Congolais, et ce qu'on fait de leur argent doit être le souci des Congolais. Les garants de la nation, c'est les citoyens congolais pour la vie. Ce n'est pas le chef de l'État. Voilà, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau Joe Sekimonyo. C'est lui qui a mené cette nouvelle donne dans nos débats, dans les médias bien sûr. Il a accusé les médias, nous encaissons, mais nous allons réparer, nous le disons de vive voix, parce qu'aujourd'hui les médias aussi contribuent à créer encore un fossé très grand entre les riches et les pauvres. Nous allons rectifier les tirs, ça je l'ai dit au nom de tous les autres collègues et confrères. Mais également, il a parlé de cette réalité, n'est-ce pas, d'où il faut commencer pour atteindre ce que nous cherchons. Joe, ce n'est pas la dernière fois de passer dans notre émission. Et nous profitons de votre séjour en République démocratique du Congo. C'est une façon de dire aussi que tu ne vis pas seulement ici au Congo, mais je ne réside pas seulement aux... Voilà. Je vis ici. Compris. Voilà. Vous êtes résident dans quel pays déjà? Je suis résident aux États-Unis. Je dis je suis expatrié congolais aux États-Unis. Un Congolais de plus aux États-Unis, un Congolais de moins au Congo. Voilà, il est là, il nous ramène quand même la matière. Nous allons revenir avec lui dans notre prochain numéro pour donner encore de la sauce à ce que nous voulons entendre. Merci de votre participation pour l'édification du peuple congolais. Merci de prendre mon défi et voyons voir ce que vous allez en faire, le monde du média. Merci beaucoup et grand merci à toi, Jeffer, pour nous avoir assisté à la production et à la réalisation de cette émission. Merci à toi, JC Mavouba et Junior Bemba. Merci également à César pour nous avoir donné ce cadre idéal pour devoir parler de cette matière au public congolais qui nous suit d'ici et d'ailleurs. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.